Votre réputation est un jardin que vous cultivez chaque jour. Vos compétences, votre charisme et vos réalisations sont les magnifiques fleurs que vous plantez, visibles de tous. Mais qu'en est-il des mauvaises herbes? Il existe des habitudes silencieuses et invisibles qui peuvent croître sans contrôle dans ce jardin. Au début, elles semblent inoffensives, juste de petites excroissances insignifiantes. Mais lentement, jour après jour, elles enroulent leurs racines autour des choses que vous avez construites, étouffant la vie de votre crédibilité et empêchant les autres de voir la véritable valeur de ce que vous avez à offrir. Nous croyons souvent que le respect est quelque chose qui se gagne par de grands gestes ou des titres impressionnants. Mais la dure vérité est qu'il se perd le plus souvent dans de petits moments inconscients. Il est défait par des habitudes que nous répétons sans y penser à deux fois. Le brillant psychologue Carl Jung nous a donné une carte de ce territoire. Il a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Ces mauvaises herbes dans votre jardin, ce sont vos schémas inconscients. Et tant qu'elles resteront dans l'obscurité, elles dirigeront votre destin, façonnant la façon dont les autres vous voient. Et finalement, la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous pourriez vous sentir coincé, vous demandant pourquoi vous n'êtes pas pris au sérieux ou pourquoi vos relations manquent de profondeur. Et vous pourriez appeler cela le destin, ou simplement la malchance. Mais ce n'est pas le destin, c'est le résultat de forces invisibles que vous avez le pouvoir de changer. Dans ce guide, nous allons devenir des jardiniers de soi. Nous allons parcourir votre jardin ensemble, en identifiant les 5 mauvaises herbes les plus destructrices qui empoisonnent votre réputation. Plus important encore, je vais vous donner les outils dont vous avez besoin pour les déraciner, une par une, pour de bon. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, il s'agit d'éliminer ce qui n'est pas vous, permettant à votre jardin de respect de s'épanouir enfin à la lumière. Commençons par la première, et peut-être la plus courante, de ces mauvaises herbes. C'est une habitude tellement ancrée dans notre culture de la politesse que nous la confondons souvent avec une vertu. C'est l'habitude de s'excuser constamment pour sa propre existence. Pensez-y, vous arrivez avec 2 minutes de retard à une réunion et vos premiers mots sont « Je suis vraiment désolé ». Vous voulez poser une question dans un groupe et vous commencez par « Désolé, puis-je juste dire quelque chose ?» Vous exprimez une opinion parfaitement valable et vous l'adoucez avec « Désolé, mais je pense ». Ce n'est pas seulement de la politesse, c'est devenu une taxe auto-imposée sur votre existence. Chacune de ces excuses inutiles est un petit paiement que vous faites au monde, une transaction qui envoie un message clair et subconscient. Ma présence ici est un inconvénient. Mes pensées sont une interruption. Mes besoins sont un fardeau que je dois vous compenser. Imaginez ce scénario. Si chaque fois que vous entriez dans une pièce, vous faisiez une petite révérence déférente, les gens finiraient par vous voir comme un subordonné. S'excuser constamment est l'équivalent verbal de cette révérence. Au début, cela peut sembler humble ou attentionné. Mais répéter encore et encore, jour après jour, cela devient une déclaration d'infériorité. Cela signale à tous ceux qui vous entourent que vous ne croyez pas avoir le droit de vous tenir droit. La psychologie profonde derrière cela n'est pas une question de courtoisie, c'est une question de peur. C'est la peur de prendre trop de place, la peur d'être un fardeau, la peur de ne pas être assez bon. Et comme Carl Jung l'a enseigné, ce à quoi vous résistez persiste. Tant que vous résistez à affronter cette peur, vous persisterez dans l'habitude qui la nourrit, vous rapetissant constamment pour mettre les autres à l'aise. Les gens ne vous diront pas cela en face, mais leur esprit l'enregistre. Lorsque vous vous excusez de partager une idée avant même de l'avoir partagée, vous l'avez déjà dévalorisée. Vous avez dit à votre public que ce que vous allez dire ne vaut probablement pas leur temps. Ils n'écoutent plus la qualité de votre idée. Ils réagissent à l'hésitation dans votre voix. Votre excuse est devenue plus mémorable que votre contribution. C'est parce que la façon dont vous vous présentez a souvent plus de poids que les mots que vous prononcez réellement. La solution n'est pas de devenir impoli ou inconsidéré. Il s'agit de devenir précis et intentionnel avec votre langage. La transformation commence par une pratique simple, l'inversion de la gratitude. La règle est la suivante. Ne vous excusez que lorsque vous avez causé un préjudice réel et spécifique. Si vous renversez du café sur quelqu'un, vous vous excusez. Si vous manquez une échéance importante qui affecte l'équipe,
Vous vous excusez, mais pour les petites infractions de la vie quotidienne, vous inversez le scénario. Au lieu de dire « Désolé d'être en retard », vous regardez l'autre personne dans les yeux et vous dites « Merci pour votre patience ». La première phrase diminue votre propre valeur. La seconde reconnaît et apprécie la leur, tandis que vous restez sur un pied d'égalité. Au lieu de « Désolé de vous déranger », essayez. Est-ce le bon moment pour discuter de quelque chose? Cela montre du respect pour leur temps sans diminuer votre propre droit de le demander. Pendant une journée, essayez de suivre chaque fois que le mot « désolé » vient à vos lèvres. Avant de le dire, faites une pause. Demandez-vous, suis-je en train de réparer un vrai préjudice ou suis-je simplement en train de payer une taxe pour exister? En faisant ce petit changement, vous commencez à rééduquer votre cerveau. Vous vous enseignez, et par conséquent, à tous ceux qui vous entourent, que vous avez le droit d'être ici, le droit de parler, et le droit de prendre de la place sans vous excuser. Cette habitude de payer la taxe d'excuse concerne les mots que nous utilisons pour nous diminuer par rapport aux autres. Mais cela nous amène à une habitude qui est encore plus directe dans son auto-sabotage, ciblant le fondement même de notre estime de soi. Cette habitude suivante est plus insidieuse car elle se déguise souvent en humilité ou en réalisme. C'est l'habitude de parler négativement de soi-même, d'utiliser ses propres mots pour construire un argument contre sa propre valeur. Vous êtes l'architecte principal de votre propre identité, et les mots que vous utilisez sont votre plan. Lorsque vous parlez constamment de vous-même en termes négatifs, vous remettez à tout le monde un plan défectueux et vous leur dites « Voici qui je suis ». Construisez votre perception de moi en fonction de ses défauts. Combien de fois vous êtes-vous entendu, ou avez-vous entendu quelqu'un d'autre, dire des choses comme « Oh, je suis juste terrible avec la technologie » ou « Je n'ai jamais été une personne à chiffres » ou après une petite erreur « C'était tellement stupide de ma part ». Ces phrases semblent inoffensives, comme de petits commentaires, jetables, mais elles ne le sont pas. Ce sont des affirmations. À chaque répétition, vous renforcez une croyance négative dans votre propre esprit et vous diffusez cette croyance au monde. Voyez les choses de cette façon. Parler négativement de vous-même, c'est comme prendre un ciseau et le remettre à quelqu'un d'autre, tout en pointant du doigt une belle statue de vous-même et en disant « Tiens, commence à tailler juste ici. Cette partie n'est pas très bonne. » Vous invitez les autres à vous voir comme moins que vous ne l'êtes. Vous pourriez penser que c'est un mécanisme de défense. Peut-être croyez-vous que si vous vous critiquez d'abord, cela adoucira le coup des critiques des autres. Mais c'est un piège. Vous ne désarmez pas leur jugement, vous le guidez. Vous faites le travail difficile pour eux, en semant les graines du doute sur votre compétence, votre intelligence et votre valeur. Et les gens, même avec les meilleures intentions, accepteront souvent l'histoire que vous leur racontez sur vous-même. Cela crée ce que les psychologues appellent un effet miroir. Le monde vous renvoie l'image que vous projetez. Si vous projetez constamment l'image de quelqu'un qui est incapable, désorganisé ou malchanceux, le monde vous traitera comme tel. Des opportunités peuvent vous échapper. Les gens peuvent hésiter à vous confier des responsabilités. Ils suivent simplement le plan défectueux que vous avez fourni. La partie la plus dangereuse de cette habitude est qu'elle n'affecte pas seulement la façon dont les autres vous voient. Elle restructure fondamentalement la façon dont vous vous voyez vous-même. Ce qui commence comme une phrase désinvolte, répétée au fil du temps, se durcit en une croyance fondamentale. Cette croyance dicte ensuite vos actions. Si vous croyez que vous êtes mauvais avec la technologie, vous pouvez éviter d'acquérir de nouvelles compétences qui pourraient faire avancer votre carrière. Si vous croyez que vous n'êtes pas une personne créative, vous ne tenterez peut-être jamais un passe-temps qui pourrait vous apporter une joie immense. Vos mots deviennent les murs d'une prison mentale, construite par vous, brique par brique. Alors, comment vous en sortir? Vous devez devenir un architecte conscient de votre identité. Cela commence par une révision architecturale de votre langage. La nouvelle règle est simple. Parlez de vous-même avec le même respect que vous offririez à un bon ami. Vous ne regarderiez jamais un ami qui a fait une erreur et vous ne diriez jamais « Tu es tellement stupide ». Vous diriez probablement « C'était difficile, mais tu vas t'en sortir ». Vous devez étendre cette même grâce à vous-même. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de refuser de reconnaître vos faiblesses. Il s'agit de les encadrer différemment. Au lieu de dire
« Je suis tellement désorganisé », vous pouvez dire « Je travaille à améliorer mes systèmes d'organisation ». La première est une déclaration d'identité permanente. La seconde est un état temporaire avec un chemin vers l'amélioration. Au lieu de « J'ai complètement raté ça », essayez. Voici ce que j'ai appris de cette expérience. Cela vous transforme d'une victime de vos défauts en un étudiant de votre vie. Prenez un moment pour identifier vos 3 principales phrases d'autodérision, celles que vous utilisez en pilote automatique. Maintenant, créez un remplacement constructif et tournez vers l'avenir pour chacune d'elles. Il ne s'agit pas de vous mentir à vous-même. Il s'agit de raconter une vérité plus précise et plus stimulante. Vous n'êtes pas défini par votre dernière erreur. Vous êtes un travail en cours, capable de croissance. Lorsque vous changez votre plan, vous vous donnez à vous-même et au monde une nouvelle vision de ce que vous pouvez construire. Après avoir examiné les mots que nous dirigeons vers l'intérieur et sur nous-mêmes, nous devons tourner notre attention vers la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Et l'un des signaux les plus puissants que nous envoyons, celui qui construit ou démolit le respect en un instant, passe par le simple fait d'écouter. Il y a une grande différence entre entendre quelqu'un et l'écouter vraiment. Entendre est une fonction biologique passive. C'est l'acte des ondes sonores qui entrent dans vos oreilles pendant que vous attendez votre tour de parler. Écouter, en revanche, est un choix actif et ciblé. C'est la décision consciente de donner à quelqu'un le cadeau de votre pleine attention, de comprendre son monde, avant d'essayer d'y insérer le vôtre. L'une des habitudes les plus destructrices pour votre réputation est de devenir un joueur d'échecs conversationnel. C'est la personne qui n'écoute pas vraiment ce qui est dit. Elle utilise ce temps pour planifier son prochain coup. Elle formule sa réfutation, pense à une anecdote intelligente qui se rapporte à elle, ou attend simplement une pause où elle peut intervenir et prendre le contrôle de la conversation. Ce comportement envoie un message puissant, bien que silencieux. Il dit « Ce que vous dites n'est pas aussi important que ce que je vais dire. Votre expérience n'est qu'un tremplin pour ma propre histoire. Ce n'est pas une connexion, c'est une compétition. Et j'ai l'intention de gagner. » Lorsque vous interagissez avec les gens de cette façon, ils le ressentent à un niveau profond. Ils ne sont peut-être pas capables de l'articuler, mais ils repartent de la conversation en se sentant non entendus, dévalorisés et sans importance. Même si vous êtes la personne la plus compétente de la pièce, cette habitude démantèlera systématiquement tout respect que vous auriez pu gagner. Les gens ne respectent pas l'intelligence qui est utilisée comme une arme. Ils respectent la sagesse qui est utilisée pour construire des ponts. L'écoute véritable est le fondement de ces ponts. Pensez au joueur d'échecs conversationnel. Son esprit est toujours en course, toujours en train de calculer. Il n'est pas présent dans l'instant. Il est dans le futur, en train de planifier sa victoire. Cela crée un sentiment subtil mais palpable d'anxiété et d'impatience. Les gens se sentent pressés, coupés et incompris. Dans un cadre professionnel, c'est désastreux. Cela vous marque comme quelqu'un qui n'est pas un joueur d'équipe, quelqu'un qui valorise sa propre voix au-dessus de toutes les autres. Dans les relations personnelles, cela crée une distance émotionnelle et affame l'intimité. Aucune connexion significative ne peut être construite sur une base où une personne se sent invisible. La transformation d'un joueur d'échecs conversationnel en un véritable auditeur nécessite un passage d'un état d'esprit de compétition à un état d'esprit de curiosité. Elle vous oblige à donner le plus grand cadeau que vous ayez, le cadeau de votre présence. La nouvelle règle est la suivante. Écoutez dans le seul but de comprendre, pas de répondre. C'est un changement profond. Cela signifie que vous faites taire la voix dans votre propre tête. Vous cessez de préparer votre réponse et vous vous concentrez plutôt entièrement sur les mots, le ton et le sens derrière ce que l'autre personne partage. Il existe des moyens simples et pratiques de cultiver cette compétence. Tout d'abord, lorsque quelqu'un parle, rangez tout le reste. Retournez votre téléphone face vers le bas. Inclinez votre corps vers lui. Établissez un contact visuel doux. Ces petits signaux physiques signalent à son cerveau et au vôtre que vous êtes engagé. Deuxièmement, entraînez-vous à poser des questions de clarification. Des phrases comme « Donc, si je vous comprends bien, vous vous sentez… » ou « Pouvez-vous m'en dire plus sur cette partie ?» sont incroyablement puissantes. Elles montrent que vous n'êtes pas seulement en train d'entendre, mais de traiter. Et voici peut-être la technique la plus efficace.
Mettez en œuvre une pause de 2 secondes. Après que l'autre personne a fini de parler, attendez consciemment 2 secondes complètes avant de commencer votre réponse. Ce petit écart fait des merveilles. Il vous empêche d'interrompre. Il vous donne un moment pour vraiment absorber ce qui a été dit. Et il signale à l'autre personne que vous avez accordé une véritable considération à ces mots. Lors de votre prochaine conversation importante, fixez-vous comme objectif de pouvoir résumer le point principal de l'autre personne à sa entière satisfaction avant même de penser à énoncer le vôtre. Cette discipline changera radicalement la façon dont les gens vous perçoivent. Vous ne serez plus considéré comme la personne qui a toujours besoin d'avoir raison, mais comme la personne qui cherche toujours à comprendre. Ce genre de présence est rare, et elle commande un respect profond et durable. Lorsque nous maîtrisons l'art de recevoir des informations grâce à une écoute véritable, nous devons ensuite être tout aussi attentifs aux informations que nous choisissons de transmettre. Cela nous amène à une habitude qui peut transformer même la personne la plus compétente en une source d'énergie négative pour tous ceux qui l'entourent. Cette habitude est la pratique de la plainte constante. Il existe une différence essentielle entre exprimer un problème légitime afin de trouver une solution et encadrer habituellement votre expérience du monde à travers un prisme de négativité et de plainte. Lorsque vous vous plaignez constamment, vous devenez un prévisionniste de tempête. Vous êtes la personne qui entre dans une pièce et qui souligne immédiatement les nuages sombres, la chute du baromètre et le potentiel d'une averse. Bien qu'il puisse sembler que vous êtes simplement en train de dire les choses telles qu'elles sont, vous faites quelque chose de beaucoup plus important. Vous vous définissez comme une personne qui se concentre sur les problèmes, pas sur les solutions. Les gens sont naturellement attirés par l'énergie, par l'élan, par un sentiment de possibilité. Un plaignant constant fait le contraire. Il draine l'énergie d'une pièce, il aspire l'élan d'un projet. Il remplace la possibilité par un sentiment d'inévitabilité et de fatalité. Même si vos plaintes sont valables, le projet est difficile, la circulation est mauvaise, le temps est désagréable. Le flux incessant de négativité commence à vous définir aux yeux des autres. Vous n'êtes plus Jean, le comptable compétent. Vous devenez Jean, le type qui se plaint toujours de sa charge de travail. Vous n'êtes plus Suzanne, la responsable créative. Vous devenez Suzanne, celle qui n'est jamais contente des idées de l'équipe. La plainte devient votre identité. La psychologie derrière cela est souvent une tentative mal avisée de se connecter avec les autres ou d'obtenir une validation. Nous croyons que si nous nous plaignons d'une lutte commune, cela créera un lien. La misère aime la compagnie après tout. Ou peut-être nous plaignons-nous pour nous décharger de toute responsabilité. Si tout est terrible et injuste, alors notre manque de progrès n'est pas de notre faute. Mais c'est une stratégie dysfonctionnelle. Elle peut créer un sentiment fugace de connexion basé sur la négativité partagée. Mais elle ne construit jamais de relations profondes et de confiance. Elle vous maintient également bloqué. Se plaindre renforce une mentalité de victime. Elle vous positionne comme quelqu'un à qui les choses arrivent, plutôt que comme quelqu'un qui fait que les choses arrivent. Comme Jung pourrait le suggérer, vous ignorez votre propre capacité à agir et vous appelez cette impuissance « destin ». L'impact sur votre réputation est une érosion lente, mais certaine. Les gens commenceront à vous éviter. Vos collègues hésiteront à vous inclure dans les séances de brainstorming parce qu'ils savent que vous vous concentrerez sur ce qui ne peut pas être fait. Vos amis pourraient vous appeler moins souvent parce que les conversations avec vous sont épuisantes. Vous devenez connu comme un fardeau plutôt qu'un contributeur. Pour changer cela, vous devez consciemment opérer le changement de solution. La nouvelle politique personnelle est la suivante. Pour chaque plainte que vous exprimez, vous devez également proposer une petite solution potentielle ou une étape d'action. Cette règle simple est transformatrice. Elle vous oblige à passer d'un observateur passif des problèmes à un participant actif aux solutions. Au lieu de dire « ce nouveau logiciel est impossible à utiliser », vous apprenez à dire « la courbe d'apprentissage de ce nouveau logiciel est abrupte. Je pense que je vais prévoir 30 minutes pour regarder un tutoriel vidéo. » Au lieu de « il n'y a aucun moyen de respecter cette échéance », vous dites « cette échéance est serrée. Si nous pouvons prioriser A et B et repousser C à la semaine prochaine, je pense que nous avons une meilleure chance. » Ce changement ne signifie pas que vous devenez un optimiste naïf qui ignore les problèmes.
Cela signifie que vous devenez un réaliste respecté qui les affronte. Vous devenez le capitaine du navire qui reconnaît la taille des vagues et l'obscurité des nuages d'orage, mais enchaîne immédiatement en disant « Maintenant, comment naviguer jusqu'au port ?» C'est la voix d'un leader, la voix d'un résolveur de problèmes, la voix de quelqu'un qui gagne le respect non pas en décrivant la tempête, mais en la traversant. Si se plaindre, c'est prévoir une tempête dans notre situation. La dernière habitude dont nous allons parler consiste à créer une tempête directement dirigée vers les autres. Cette dernière habitude est peut-être la plus ouvertement toxique, et c'est le moyen le plus rapide de démolir la confiance et la crédibilité. C'est l'habitude de critiquer les autres sans raison, de se livrer à un jugement qui n'est pas constructif, mais qui est plutôt conçu pour s'élever en diminuant quelqu'un d'autre. Nous devons être clairs. Il ne s'agit pas de donner un feedback nécessaire et bien intentionné. Il s'agit du flux occasionnel et constant de commentaires négatifs sur le travail, les choix ou même l'apparence des autres. Cette personne est un lanceur de boue. Elle croit qu'en lançant de la boue sur les autres, elle paraîtra en quelque sorte plus propre par comparaison. Mais c'est le contraire qui est vrai. L'acte même de lancer de la boue garantit que vous vous salissez les mains. Votre critique révèle bien plus sur vos propres insécurités que sur les défauts de votre cible. Lorsque vous critiquez constamment les autres, vous envoyez un signal clair. Mon sens de la valeur est si fragile que je dois trouver des défauts chez vous pour me sentir bien dans ma peau. Les gens le perçoivent immédiatement. Ils ne vous voient pas comme perspicace ou intelligent, mais comme négatif, indigne de confiance et profondément insécure. Ils commencent à se demander, s'ils parlent de cette façon des autres, que disent-ils de moi quand je ne suis pas dans la pièce? Cette habitude construit un mur invisible autour de vous. Les gens deviennent sur leur garde. Ils ne partageront pas leurs nouvelles idées avec vous de peur qu'elles ne soient rejetées. Ils ne vous confieront pas leurs difficultés de peur d'être jugés. Vous devenez une figure isolée, admirée par personne et crainte par beaucoup, piégée dans un cycle de négativité que vous perpétuez vous-même. La perspicacité jungienne ici est profonde. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une compréhension de nous-mêmes. Cette critique constante que vous adressez au manque d'organisation d'un collègue pourrait être une projection de votre propre peur de perdre le contrôle. Ce jugement que vous portez sur le choix de carrière audacieux de quelqu'un pourrait être le reflet de votre propre regret d'avoir joué la sécurité. Chaque morceau de boue que vous lancez est un miroir. Et si vous avez le courage de regarder, il vous montrera les parties de vous-même qui ont besoin de votre attention et de votre guérison. Cette habitude est également un énorme gaspillage d'une ressource limitée, votre énergie mentale et émotionnelle. Chaque instant que vous passez à analyser et à juger les actions des autres est un moment que vous ne passez pas à votre propre croissance, à vos propres projets et à votre propre vie. Le respect va à ceux qui se concentrent sur leur propre chemin, pas à ceux qui sont occupés à souligner les fissures dans celui des autres. La transformation nécessite l'adoption d'un état d'esprit de bâtisseur. Un lanceur de boue cherche ce qui est cassé pour le démolir. Un bâtisseur cherche ce qui fonctionne pour le renforcer. Avant d'exprimer une critique, vous devez la faire passer par 3 portes. Premièrement, est-ce vrai? Deuxièmement, est-ce gentil? Et troisièmement, et c'est le plus important, est-ce nécessaire? Exprimer cette critique aidera-t-il réellement la personne ou la situation? Ou servez-vous simplement votre propre ego? Le plus souvent, vous constaterez que le commentaire échoue au 3e test. Au lieu de chercher ce qui ne va pas, entraînez-vous à chercher ce qui est juste ou ce qui a du potentiel. Si vous devez donner un feedback, utilisez la méthode de la construction. Commencez par un positif sincère, offrez le seul élément de critique constructive clairement et sans jugement, et terminez par un mot d'encouragement. Pendant une semaine, faites-en votre mission de ne donner que des éloges ou un feedback constructif, véritablement nécessaire. Vous remarquerez un changement radical dans vos interactions. Les gens s'ouvriront. L'énergie autour de vous deviendra plus légère. Vous cesserez d'être le lanceur de boue et commencerez à devenir la personne vers laquelle les autres se tournent pour obtenir du soutien et des conseils. Le bâtisseur qui gagne le respect en renforçant tout et tous ceux qu'il touche. Nous avons maintenant parcouru le jardin de votre réputation, identifiant les 5 mauvaises herbes invisibles qui peuvent étouffer la vie de vos réalisations durement acquises. Votre réputation, nous le voyons maintenant,
n'est pas construite par le destin. Elle est conçue par l'habitude, moment après moment, jour après jour. Vous êtes l'architecte. La question n'est plus de savoir ce qui vous arrive, mais ce que vous choisissez de construire. Continuerez-vous à laisser les mauvaises herbes d'excuses envahir votre jardin? Continuerez-vous à distribuer le plan défectueux de l'autodépréciation? Traiterez-vous vos conversations comme une partie d'échec et votre vie comme une tempête à prévoir sans fin? Ou choisirez-vous de devenir le maître architecte de votre propre respect, space au lieu de payer une taxe pour exister? Cela signifie redessiner votre plan interne en parlant de vous avec la dignité que vous méritez. Cela signifie ranger l'échiquier et offrir aux autres le cadeau profond de votre pleine présence. Cela signifie déplacer votre attention des nuages d'orage vers le port en devenant un navigateur de défis, pas seulement un rapporteur de ceux-ci. Et cela signifie laisser tomber la boue, en choisissant d'être un bâtisseur de personnes, pas un démolisseur. Ce ne sont pas 5 techniques distinctes, ce sont 5 facettes d'un seul état d'esprit puissant. C'est un état d'esprit enraciné dans le respect de soi qui commande naturellement le respect des autres. Rappelez-vous la sagesse de Carl Jung. Le vrai travail consiste à rendre l'inconscient conscient. Ce voyage ne se termine pas ici. Il commence maintenant, dans votre prochaine conversation, votre prochaine réunion, votre prochaine pensée privée. Changer ses habitudes profondément ancrées n'est pas une solution rapide. C'est un processus qui exige de la patience, de la conscience et de la gentillesse envers vous-même. Le travail d'un architecte est délibéré. Il ne commence pas par le bâtiment final, mais par la première ligne tracée sur le plan. Alors, je vous invite maintenant à faire votre premier pas. Choisissez une seule de ces habitudes. Juste une qui vous semble la plus pertinente en ce moment. Allez-vous vous concentrer sur l'élimination de la taxe d'excuses? Ou peut-être redessiner votre plan d'autodépréciation? Laquelle choisirez-vous de transformer d'un outil de démolition en un élément de construction pour le respect que vous méritez? Partagez dans les commentaires quelle habitude vous commencerez à transformer aujourd'hui. Votre histoire, votre choix, pourrait être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour prendre ses propres outils. Votre transformation ne commence pas demain, pas la semaine prochaine, mais avec ce seul choix conscient.